Elle s'appelle Alexandra Dayan, une alias Story comme vous les aimez. Elle est une professionnelle de la radio. Ce n'est pas tous les jours qu'on a le plaisir d'accueillir ce genre de profil. On est ravis. Salut Alexandra Dayan. Bonjour Cathy, ravie d'être ici. Ben voilà, et nous d'entendre ta jolie voix. Alors là, on est au paradis. C'est gentil. Donc tu es arrivée en Israël en 2015, ça fait 3 ans. Bientôt 4, 26 janvier. Voilà, il faut parler bien près du micro. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc bientôt 4. Et pourtant, même si c'était un vieux rêve sioniste, rien n'était préparé, en tout cas dans ta tête, ni dans ta vie, à ce que tu fasses ce pas-là. Alors, rien n'était vraiment préparé, mais dans ma tête, ça a toujours été très présent. Je finirai ma vie en Israël. Voilà, je viendrai un jour en Israël. Quand, comment, de quelle manière, je n'en savais absolument rien. Mais je savais que ça allait un jour ou l'autre passer par là. Et effectivement, il y a peut-être des personnes qui préparent leur aliyah pendant des années. Toi, c'était pas le cas. Ah non, en 3 mois, l'histoire a été réglée. 3-4 mois, l'histoire a été réglée. C'est un coup de tête, quoi, en gros. Ça a été un coup de tête. It's now. Voilà. C'était quoi, un appel Oui, peut-être, sûrement. C'était par rapport je sais pas aux événements de... Non. Alors en revanche, les affaires, le cadre était déjà parti en décembre 2014, donc les événements se sont déroulés en 2015, c'est-à-dire vraiment quelques jours avant notre départ et de France. Et là, ça a été une certitude. C'est-à-dire que je me suis dit, si je n'avais pas fait ma demande d'Aliyah il y a quelques mois, c'est sûr. Après ce qui s'est passé à l'Hypercacher et à Charlie Hebdo, enfin tout ce qu'on a pu ressentir à ce moment-là en France, oui, là, à ce moment-là, je serais partie de toute façon. Mmh. Alors pourtant, tu as grandi dans une famille sioniste, tes parents sont du Maroc, ils étaient déjà très engagés. Oui, ils faisaient partie des mouvements de jeunesse, ils étaient au Abonim. Et de cette manière, toute ma famille, que ce soit du côté de mon père ou du côté de ma mère, sont tous partis du Maroc entre 1948 et 1950. Pour Israël ? Pour Israël, okay. Sauf mes parents. C'est les seuls qui sont restés en France. C'est les seuls qui sont restés au Maroc. Voilà, qui sont restés au Maroc. Et bon, il y a plein de petites histoires où mon père ne savait pas s'il fallait faire la Aliyah, il hésitait beaucoup et il y avait des codes entre mon oncle qui lui était déjà en Israël. Il devait lui envoyer une lettre pour lui dire viens ou ne viens pas, mais par code. Et le code c'était, mon père a reçu une lettre à Casablanca lui disant il n'y a que de la pierre et du sable. Et donc il a compris qu'il ne fallait pas qu'il vienne en Israël. Ok, donc à cause de ça, il n'est pas venu. Malheureusement, ou je ne sais pas, on ne pourra jamais savoir. C'était son destin, on va dire ça comme ça. Par contre, vous avez quand même grandi avec des images fortes. Alors, il n'y avait pas comme vous me l'avez raconté avant l'interview, il n'y avait pas de cadre spécifique, pas de photos d'enfants, non, pas tout ça, mais il y avait quand même on avait portraits. Un grand couloir, et dans ce couloir, il y avait 2 portraits encadrés. Une photo de Golda Meir, et une photo de Begin et d'Anwar el-Sadat en pleine signature d'accord de paix. Donc voilà en quelle ambiance j'ai grandi à la maison. Et ça, forcément, ça marque. Bon, alors vous continuez votre vie, vous grandissez, etc. Et puis, vous commencez à travailler dans le domaine de la radio. Très jeune. Voilà, vous avez fait une très belle carrière. C'est gentil. Mais c'est vrai. Longue. J'ai démarré à l'âge... ouais, on va dire ça. J'ai démarré à l'âge de 12 ans dans la première radio juive, une des premières radios juives en France, en province, à Grenoble, qui s'appelait Radio Shalom. Et dont les jingles à l'époque avaient été repiqués sur le fameux Radio Shalom israélien Kol Shalom. Donc Radio Kol Shalom à Grenoble, voilà, c'est comme ça que j'ai débuté et puis je me suis plus jamais arrêtée. Vous n'êtes plus arrêtée, vous avez travaillé pour RTL2, RTL, Europe 1, Chéri FM, France Bleu, vous avez fait du doublage pour la télévision française aussi, vous avez été des fameuses, dans certaines émissions, des voix. La voix, voilà. Mais est-ce que je peux faire une petite parenthèse ? Bien sûr. Mais est-ce que je peux dire quand même qu'on s'est connus à RTL2 ? Est-ce qu'on peut dire aussi que vous avez aussi une carrière radiophonique ? Peut-être qu'on ne le sait pas. On a eu la chance de se connaître à RTL2. Il faut le dire. C'est vrai, c'est rigolo d'ailleurs de se retrouver ici. Ici en Israël, exactement. Ouais. Et puis, vous avez beaucoup travaillé aussi pour Hit Machine. Alors ça rappellera sûrement des souvenirs à certains.
Ceux qui regardaient la télé le samedi, Shabbat, j'étais Ursula de Hit Machine pendant de longues années. Et pour ceux qui sont abonnés à SFR, vous êtes toujours la voix. Toujours la voix de SFR. Sur le répondeur. Alors, vous avez 3 nouveaux messages. Voilà. Alors, comment on fait quand on ne prépare pas son alien, quand on n'a pas forcément de contact, qu'on ne parle pas l'hébreu, pour quitter ce monde-là et venir se jeter dans le bain israélien? Alors, j'ai un peu une politique... qui est quand ce que tu fais ne te plaît plus, ou lorsque tu vis dans un endroit qui ne te va plus, au lieu de râler, tu arrêtes et tu changes. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Okay. Je n'étais plus très heureuse dans le milieu de la radio. La façon dont la radio avait évolué ne me correspondait pas. Et le pays dans lequel je vivais ne me correspondait plus non plus. Et donc, j'ai décidé de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu, on va dire, 1 an et demi de flottement, ne sachant pas trop quoi faire de ma peau. Et est-ce que c'était un appel? Je ne sais pas, mais à un moment donné, ça a été comme une évidence. Alors, c'était maintenant. Comme une évidence, certes, mais l'atterrissage a été plutôt rude parce qu'il faut quand même travailler, et du travail dans votre métier, il n'y en avait pas vraiment. Alors, quand je suis arrivée ici, c'était évident que je ne retravaillerai plus jamais en radio. Il ne faut jamais dire jamais en Israël. Oui, et j'ai fermé ma boîte avec mon micro à l'intérieur en me disant, voilà, ça c'était il y a une autre vie. Okay. Je recommence tout depuis le début. J'ai très vite compris qu'en Israël, on ne m'attendait pas. Ça, c'est quelque chose, j'ai compris immédiatement. Que j'allais pas changer le pays et qu'il allait falloir que je m'adapte très très vite à cette mentalité ou à ces mentalités, parce qu'il y en a plusieurs pour moi dans ce pays. Et surtout, arriver ici avec beaucoup d'humilité. Et donc pour moi, beaucoup d'humilité, c'était tout recommencer à zéro. Et accepter ce qu'on me proposait au moment où je suis arrivée. Alors vous êtes montée avec votre maman qui était âgée déjà? Qui est toujours âgée. Ouais. De plus en plus d'ailleurs avec les années. Ça a été une arrivée qui a été vraiment très compliquée, à nouveau, parce que pas préparée, parce que pas vraiment d'argent, parce que je n'ai pas vendu d'appartement à Paris, je ne suis pas arrivée avec une mallette d'euros. Voilà. Vous n'avez pas laissé, il y en a beaucoup comme ça. Mais je sais. Malheureusement, c'est une idée préconçue de la part des Israéliens, de penser qu'on arrive avec une mallette d'argent. Vous arrivez à Bat Yam un peu par hasard? Alors, je voulais d'abord remercier une famille extraordinaire. Je ne vais peut-être pas citer leur nom, mais une famille extraordinaire. En fait, tout s'est passé grâce à Facebook. Je me suis mise à nu sur Facebook quelques semaines avant ma Aliyah, en expliquant mes difficultés, en expliquant pourquoi je faisais cette Aliyah, en expliquant que je venais avec ma mère, de quoi j'avais besoin, qu'est-ce que j'avais, qu'est-ce que je n'avais pas. Et c'est une famille que je ne connaissais absolument pas. Une famille francophone? Une famille francophone, pratiquante, avec 7 enfants, grâce à Dieu, qui n'avaient même pas de quoi manger, qui m'ont ouvert leurs portes, et une chambre qu'ils m'ont donnée, où tous les enfants dormaient dans une seule et même chambre pour pouvoir nous accueillir, ma mère, mon chien et moi. Donc vous avez atterri comme ça en Israël? Sans même les connaître. D'accord. Une pure folie. Ok, complètement. Une pure folie. Et combien de temps ça a duré? On devait rester 10 jours chez eux, on est resté 1 mois et demi car ma mère est tombée super malade en arrivant chez eux. Et en plus, elle est tombée, donc ça c'est... les 10 premiers jours d'Aliyah, ça a démarré avec l'hôpital Wolfson. Voilà les premiers mots en hébreu, ça a été avec l'hôpital. Ok, donc... Tout ça a fait qu'il fallait rester près de la source d'atterrissage, on va dire. Il a fallu trouver très rapidement un appartement. J'avais de grands rêves en pensant qu'avec ce que je payais comme loyer en France, j'allais pouvoir vivre à Tel Aviv, Rishon LeZion. Et là, je me suis confrontée à la dure réalité économique israélienne. Et donc voilà, j'ai trouvé un appartement à Bat Yam, et aujourd'hui, après ces 4 ans, je le regrette absolument pas. J'aime beaucoup, beaucoup cette ville. C'est une ville sympa? C'est une ville très sympa. Les gens ont énormément d'a priori, les francophones ont beaucoup d'a priori. Je peux vous dire que la plage de Bat Yam est bien plus jolie que celle de Tel Aviv. Okay. Et que voilà, c'est une ville qui a une proximité avec Tel Aviv qui est plutôt intéressante, et qui aujourd'hui est en train de se relever de ses cendres, je l'espère. C'est vrai qu'ils ont de gros soucis financiers, gros problèmes économiques au sein de leur mairie. Mais bon, on espère que les choses vont bouger. Il y a beaucoup de francophones qui bougent en plus à Bat Yam. On commence à entendre de plus en plus parler français dans les rues à Bat Yam. C'est vrai qu'on a eu le plaisir de recevoir ici, et c'est sûr qu'on espère qu'il y aura un meilleur avenir pour Bat Yam. Alors, vous atterrissez, forcément, il faut trouver une maison, il faut travailler. Qu'est-ce que vous faites comme job? Toujours par cette famille, grâce à cette famille, il me téléphone, je viens juste d'emménager dans le nouvel appartement, et on me dit, voilà, il y a une dame française, une famille française qui recherche une métapellette. Ça veut dire quoi, métapellette? Je ne savais même pas ce que voulait dire le mot métapellette.
On m'explique auxiliaire de vie, ne t'inquiète pas, c'est facile, vas-y, il n'y a pas de problème. Je fais connaissance avec les personnes, j'ai une chance inouïe, la dame habite en face de chez moi, dans le même quartier. Et là, je suis restée 3 ans avec cette dame. Donc c'est un travail quand même très difficile. Ça a été... Pas simple. Oh non, c'est pas simple. Non, c'est pas simple. C'est un autre métier, Bon, il s'est passé des choses extraordinaires, il s'est passé des choses extrêmement dures. Je suis devenue aujourd'hui la petite sœur de la famille. C'est sûr que ça crée des liens affectifs très très forts. Cette dame, malheureusement, est décédée juste après Pessard. Donc ça a été le coup de massue sur la tête. Là, je parle pas du tout au niveau économique ni professionnel, mais affectif. C'est comme si je perdais encore une fois ma grand-mère. Et voilà. Et suite à ça, là, d'autres difficultés sont arrivées car il n'était pas question pour moi de recommencer ce métier de métapénète. C'était pas du tout adapté. Donc vous avez trouvé entre-temps un job dans le doublage. Quand on a une voix comme ça, comme la vôtre, on fait tout pour en faire profiter les autres. Je vais vous raconter une petite anecdote. Mais bien sûr, on l'adore. J'ai commencé à faire de la radio donc très très jeune, mais parce que j'avais un rêve, une envie. Je rêvais de doubler des dessins animés. Et j'ai tout fait en France pour essayer de faire du doublage de dessins animés. Ça n'a pas marché. Et on ne voulait pas de moi en me disant non, vous n'êtes pas comédienne, non, on veut pas de vous en tant que non, on fait pas ça, on fait pas ça, on fait voilà. Bon, je n'arrivais pas. Ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché. Et voilà que j'arrive en Israël et peu de temps après mon arrivée, on me présente Elisabeth Kedem. Qu'on salue si elle nous écoute, voilà. Et Elisabeth me propose de faire un essai pour faire du doublage de films et de dessins animés. Je lui dis tout de suite mais non, laisse tomber, c'est pas la peine, c'est pas mon job. En France, on n'a pas voulu de moi, donc je vois pas pourquoi ça marcherait ici. Et là, elle me dit non, mais elle insiste. Elle me dit on va faire ce casting. Et donc, ça fait 2 ans et demi que je fais du doublage. Voilà. Pour des films, pour du dessin animé. Ce sont des films ou des séries qui sont réservées ou bien pour des pays francophones, l'Afrique ou autres, ou bien pour les films doublés en français pour El Al. Mais ça marche aussi. Quand vous prenez El Al et que vous regardez un film doublé en français, il y a de fortes chances que vous entendiez ma voix. Bon. Après 4 ans, presque en Israël, comment ça va aujourd'hui ? Ça y est, je commence à trouver, grâce à Dieu, merci mon Dieu, un peu plus mes marques. Mon regret, la difficulté d'intégration dans le monde israélien. Je me rends compte que... Vous parlez l'hébreu ? Après mon deuxième Ulpan Aleph Ksat. Un petit peu. Ksat, אני מבינה הכל, אבל קשה בשבילי לדבר עברית טוב מאוד. Ok, c'est pas mal. Pas mal, hein. Mais je ne lâche rien, je démarre dans 1 semaine mon Aleph Plus. Ok, faut continuer. Voilà, je m'accroche parce que j'aime beaucoup la communauté francophone, mais je ne suis pas venue en Israël pour ne fréquenter que la communauté francophone. C'est vraiment un vrai désir d'essayer de m'intégrer dans le milieu israélien et d'apprendre à mieux les connaître. Alors, à part mieux s'intégrer dans le milieu israélien, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Un mari. Non. On fait ça aussi. C'est vrai, ça peut arriver. Non, trêve de plaisanterie. Continuer à m'épanouir dans ce pays. Voilà, et à y trouver pleinement ma place. Bien que ce soit vraiment la galère. Si aujourd'hui vous me proposez un billet retour avec sur un plateau d'argent le mari, le travail... Non, vous restez ici. Je reste ici. Ok, bon, on va finir sur ça. Ouais. Alors, on vous souhaite bonne chance, Alexandra. Je suis sûre que vous allez faire plein de choses très, très sympathiques. Merci beaucoup. En tout cas, Batzlacha. Merci pour cette invitation. Jusqu'à nous. Voilà, à bientôt. Bye. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.